commencer cette première séance de la 6e année des petits déjeuners d'Urkheim, qui, dans la continuité de ce qu'on a fait précédemment avec l'année dernière la revue Terrains et Travaux, et puis une autre revue précédemment dont j'ai oublié le titre, mais c'était... Il y a les annales, non? Oui, les annales. Les annales, oui. oui. On avait fait venir Étienne Ornheim des annales. Et donc aujourd'hui, on va parler de la revue Droit et Société, de la collection et des collections qui sont associées à cette revue. Droit et Société en est à son numéro 94 ici. Et nous avons d'ailleurs également le numéro 1 de la revue Droit et Société, qui s'appelait alors, à l'origine, Revue internationale de théorie du droit et de sociologie juridique, qui se situait dans l'affiliation d'une revue du même titre qui avait été créée en 1926. Donc en 2015, vous avez fêté les 15 ans de cette revue. On est encore un petit peu dans la continuité... Les 30 ans, pardon. 2015, 30 ans. On est un peu encore dans la continuité de cet anniversaire. Et donc, je présenterai les intervenants, mais cette nouvelle session des petits déjeuners d'Urkheim a pour particularité d'être placée sous la protection, sous l'organisation de la MSH Paris-Saclay. Donc je vais laisser la parole pour quelques mots de présentation à Stefano Bossi, son directeur. Merci beaucoup Florent. Donc tout d'abord, c'est un plaisir et un honneur pour moi d'être ici. Ce séminaire est extrêmement important dans le cadre de la stratégie de la MSH Paris-Saclay, parce que la MSH a vocation à porter l'interdisciplinarité. In primis, l'interdisciplinarité entre les SHS, donc on est vraiment dans le cas de figure du séminaire, et aussi l'interdisciplinarité entre les SHS et les autres sciences. L'MSH donc a été créé le 1er janvier 2015. Actuellement, on arrive à un moment très important. La conférence inaugurale aura lieu la semaine prochaine. Et la conférence inaugurale est aussi le moment dans lequel le projet sera publiquement affiché pour avoir des retours de la part de la communauté. Donc c'est un projet qui porte cette interdisciplinarité. Le message soutient fortement les séminaires d'Urkheim, donc on s'inscrit dans la continuité et il faut continuer comme on a fait par le passé. Il y aura aussi un engagement de ma part à participer à ces séminaires. Aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle parce qu'on a la réunion du bureau de préparation de la conf inaugurale, mais à partir des prochaines fois, moi, je serai personnellement présent et j'inviterai aussi les autres membres du bureau à participer et les autres scientifiques qui souhaitent. Je pense que c'est de ce brassage-là qu'on peut s'enrichir. Personnellement, je m'en excuse publiquement, un économiste mainstream. Hein. On n'est pas parfait. Et pour moi, de participer à ce type d'événement, c'est une occasion vraiment de respiration intellectuelle. Bon, merci Stefano. Donc, je vais présenter les intervenants, puis je leur laisserai la parole pour 1 heure ou plus. Hein. On aura un temps de discussion à la fin. Donc, à ma droite, Jacques Comaille, Pierre Brunet, Vincent Simoulin, et puis Nathalie Barneau, qui participe aussi, qui travaille également avec l'équipe de Droit et Société, et puis tout au bout, Laurence Dumoulin, qui complète donc l'ensemble des intervenants qui vont nous parler donc de ces 30 ans de Droit et Société, ainsi que des collections qui sont associées. Jacques, je te laisse la parole. Oui, merci. Donc je vais effectivement, comme cela est convenu avec mes chers collègues et amis impliqués dans la grande aventure humaine et intellectuelle de Droit et Société, je vais d'abord effectivement, je dirais, retracer un peu rapidement l'historique et puis nous en viendrons aussi aux contemporains notamment, et je passerai le relais à mes collègues et amis pour en parler. Je voulais dire
deux, trois choses. D'abord, combien symboliquement, je suis sensible au fait que cette intervention cette présentation des activités de droit et société, de publication de droit et société en termes de revues et en termes d'ouvrages, en quelque sorte se situe dans le dispositif Maison des sciences de l'homme Paris-Saclay, parce que voilà, je suis très attaché à ce type de structure. J'y crois beaucoup. Je crois beaucoup à l'objectif de pluri-interdisciplinarité qui est poursuivi par les maisons des sciences de l'homme. Et précisément pour ce qui concerne droit et société, on va en parler, c'est un des grands enjeux. C'est vraiment l'enjeu dans un domaine particulier, celui du droit, où on a à surmonter une difficulté particulière qui est celui d'une pluridisciplinarité entre le droit et les sciences sociales. Et donc, voilà, ce n'est pas pour moi banal du tout que nous fassions cette présentation dans le cadre du dispositif, effectivement, Maison des sciences de l'homme Paris-Saclay. Je voulais dire aussi combien je suis sensible au fait que l'équipe de droit et société soit présente. Donc, les deux rédacteurs en chef adjoints de la revue et donc qui représentent l'avenir de la revue et qui le représentent de façon symboliquement aussi très, très importante, puisque d'un côté nous avons un éminent professeur de droit, grande figure de la théorie des droits française, et puis de l'autre nous avons une éminente politiste, sociologue, donc politiste, Laurence Dumoulin, qui assure en quelque sorte là la présence effectivement la dimension sciences sociales dans la politique éditoriale de la revue. Je salue aussi la présence de Vincent Simoulin qui, lui, assure principalement la responsabilité des ouvrages et qui, on y viendra, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment un prolongement en quelque sorte. Ils sont venus un peu après, mais dans l'histoire de la revue, mais ils sont le prolongement de ce que nous avons tenté de faire avec la revue elle-même. J'ajouterais deux choses encore, si vous permettez, juste sur l'organigramme. Et ce ne sont pas des mondanités, ce sont des choses qui me sont très chères. C'est d'une part voilà, la présence de Nathalie Barneau et pas celle mais de Géraldine, mais elle va regarder la vidéo avec beaucoup d'attention. Nathalie qui assure à la fois tout le travail autour des recensions, mais bien plus que ça, puisqu'elle a eu l'idée pratiquement du site dshypothèse.org, qui est devenu vraiment une plateforme, je dirais, de promotion, de diffusion, non seulement des publications de droit et société, mais un espace d'échange, de débat avec les communautés de recherche. Et le succès de ce site qu'elle a conçu est très très grand. De telle sorte, ça réagit sur évidemment la diffusion de nos publications, notamment celle de la revue. Et Géraldine, je veux dire combien, voilà, droit et société, c'est un grand bateau, c'est un paquebot, et on oublie parfois l'importance des gens qui travaillent dans la salle des machines, quoi, et qui sont modestes, dont le nom n'apparaît pas toujours autant que le nôtre, mais qui sont indispensables pour que le bateau avance et progresse. Et puis, de façon symbolique, là, il y a plein de... Je ne vais pas vous citer tous, mais je suis sensible à votre présence, parce que vous êtes tous là, des gens qui sont intéressés aux activités de droit et société. Et je suis ravi de voir une représentante de la jeune génération qui vient d'être recrutée au CNRS et qui porte de l'intérêt de façon symbolique. Ça me paraît très important de voir combien la jeune génération s'intéresse aussi à nos travaux, à nos activités. Puis enfin, dernier mot quand même, je citerai mon ami Maurizio Garcia-Villegas, parce que qu'est-ce qui symbolise, lui? C'est l'ouverture internationale de la revue, de cette espèce de collectivité que nous formons. Quand je lui ai demandé de venir, Maurizio Garcia-Villegas, professeur à l'Université nationale de Bogota, enseignant aux États-Unis à Madison, qui est un des grands lieux de la sociologie du droit américaine, mais qui a fait sa thèse à Louvain, donc c'est un international accompli, et qui symbolise très très bien l'extraordinaire fidélité
aux activités de droit et société, puisqu'il est aussi, lui, un auteur régulier, un contributeur régulier, et notamment un des co-responsables d'un des dossiers qui a été, publié dans le cadre du numéro du 30e anniversaire. Voilà, je tenais à dire tout cela avant d'en venir au fond des choses. Donc, je me suis vraiment posé la question, quel est l'intérêt de se pencher, donc, dans le cadre de ce séminaire des petits déjeuners d'Urquem, sur une revue comme Droit et Société, et sur ses prolongements donc en termes d'ouvrage. Et je crois que là, ce qui nous intéresse dans le cadre dans lequel nous nous trouvons, je crois, c'est une perspective de sociologie de la connaissance, quoi. C'est qu'est-ce que de la production, une sociologie de la production de connaissances en sciences sociales, quoi. En quoi les conditions de création d'une revue, en quoi son évolution dans le temps témoigne, constitue un miroir d'un domaine de savoir et de ces évolutions, on pourrait dire même de ces métamorphoses. J'y reviendrai en parlant de l'évolution de la revue. Et voilà un peu, je dirais, le sens ou la structure que je voudrais donner à mon exposé de présentation, et en focalisant peut-être sur 4 points, dire comme une sorte de structure d'une grille d'observation sociologique, effectivement, de cet objet, autant que je puisse le faire, puisque je suis un acteur très impliqué dans l'objet que je prétends étudier et dont je prétends rendre compte de ce qu'il est. Mais néanmoins, voilà, j'ai conçu mon propos introductif comme effectivement un exposé de sociologie de la connaissance. Alors, quels sont les 4 points sur lesquels je propose effectivement d'insister en introduction? D'abord, c'est la mise en contexte donc, de la création de la revue. En termes de mise en contexte, ça veut dire le contexte institutionnel, le contexte en termes de discipline et de relations entre disciplines, en l'occurrence, donc, principalement, évidemment, cette question des relations entre le droit et les sciences sociales. Donc, je vais revenir sur ce premier point, mais je crois que c'est un élément de la grille qui est important. Deuxième point de cette grille d'analyse, c'est le rôle des acteurs. Qui sont les acteurs qui ont pensé la création de cette revue? Quel est leur statut? Quelle est là aussi leur discipline d'appartenance? Quelles sont les institutions et leur rapport aux institutions qu'ils pouvaient entretenir? Troisième point de focalisation, structurant cette grille, élément de cette grille d'analyse, c'est ce qu'on pourrait appeler la dynamique éditoriale, quoi. Donc la dynamique éditoriale, celle qui se laisse voir à travers une analyse des contenus et de l'évolution du contenu de la revue, et notamment des questions comme l'équilibre entre des contributions qui viennent du droit et des contributions qui viennent des sciences sociales. La question des équilibres aussi entre national et international, c'est-à-dire des auteurs français et des auteurs étrangers. Et l'équilibre plus complexe, donc entre le type de recherche dont ces articles rendent compte, avec à la fois des recherches typiquement sciences sociales, typiquement plus encore sociologie, c'est-à-dire on rend compte d'une recherche à partir d'un gros travail empirique qui a été fait, et puis des articles qui sont plus, je dirais, des articles fondés sur une argumentation, de la rhétorique, et je ne mets pas du tout de sens péjoratif là-dedans, mais beaucoup moins sur l'empirie, beaucoup moins fondé sur un travail empirique. Donc, troisième point, cette dynamique éditoriale, donc, de la façon dont je viens de la définir. Et puis, quatrième point, qui est
ouvert, qui sera, je dirais, à traiter dans le cadre de nos échanges, qui me paraît extrêmement important, c'est l'économie complexe des rapports entre une revue et les domaines de recherche concernés. En quoi une revue, à la fois, est la réceptrice d'une dynamique de la connaissance dans les domaines dans lesquels, dont elle traite, dans ses contenus, et dans quelle mesure une revue est en quelque sorte instigatrice ou et actrice en quelque sorte d'une évolution, de la structuration et l'évolution des milieux de recherche qui concernent les domaines dont elle traite. Voilà un peu ce que je vous propose comme grille d'analyse pour supporter cette sociologie de la connaissance, la production de connaissances sur le droit, dont la revue Droit et Société et les publications d'ouvrages vont être les vecteurs. Alors, premier point, la mise en contexte. La revue Droit et Société a été créée en 1985. Ça a coïncidé avec l'organisation par André-Jean Arnaud, donc, qui est un personnage important dans cette histoire, qui a organisé à lui tout seul, hors des institutions. C'est un homme, c'est important du point de vue sociologique, c'est un homme qui était toujours hors des institutions, donc qui vivait dans une maison à Aiguilles, près d'Aix-en-Provence, dans la grande solitude, et qui, à lui tout seul, a organisé un congrès international de sociologie du droit sous l'égide du Research Committee Sociology of Law de l'Association internationale de sociologie. Et donc, on a pensé sortir, effectivement, créer cette revue à l'occasion de ce congrès international pour manifester l'existence de la France et de la sociologie du droit en France, qui était extrêmement marginale, et pour l'installer en quelque sorte sur la scène internationale. On pourra revenir sur tous ces aspects. Donc dans un contexte dans lequel, je viens de le dire, la sociologie du droit était extrêmement marginale. Extrêmement marginale dans l'univers juridique. Je parle sous le contrôle de Pierre, mais je crois qu'il n'y avait qu'un enseignement de sociologie du droit qui était celui de Jean Carbonnier à l'université de Paris 2 Assas, et ensuite un DEA, un master, puis un master de sociologie du droit, donc qui perpétue la tradition introduite par Jean Carbonnier, qui était donc un des rares, effectivement, la figure de la sociologie du droit dans l'univers juridique, et un des rares, donc, à tenter de promouvoir cette sociologie du droit. On était dans un contexte où on voit bien la prééminence de la présence du monde juridique dans cette sociologie du droit, dans cette recherche sur le droit, de façon plus générale. Si je ne me trompe pas, donc je n'ai pas fait un travail historique tout à fait précis, méthodique, mais nous avions donc au Comité national une section qui était section sciences juridiques, hein, et dans lequel donc qui était entièrement une section de juristes, et dans lequel dont relevait la sociologie juridique à ce moment-là. Et puis donc nous avons créé, alors je reviendrai là-dessus en ce qui concerne les acteurs, le deuxième point sur les acteurs. Donc nous avons repris une revue qui existait entre les deux guerres, le titre d'une revue qui existait entre les deux guerres, donc créée par Kelsen, Duguy et Weyer, rien de moins, et donc était une revue de théorie du droit, au sens où d'ailleurs dans la préface de 1926, qui est dans le numéro 1 de Droit et Société, au sens où ces grandes figures définissent la théorie du droit. Donc ça, c'est André-Jean Arnaud qui a eu cette idée, qui a négocié effectivement la possibilité de reprendre le titre de cette revue. Donc, comme tu l'as rappelé très justement, c'était Droit et Société au départ, revue internationale de théorie du droit et de sociologie juridique. Donc on avait repris le titre de la revue créée par Kelsen, Duguy et Weyer.
Et là, c'est intéressant, je regardais un peu dans la perspective de cette matinée, je regardais les préfaces, elles sont étonnantes, quoi, parce qu'on a là, alors il y a une belle matière pour vous, là, du côté de la théorie des droits, parce qu'il y a visiblement, on rend compte d'une controverse sur la préface de 1926, rend compte d'une controverse sur la définition de la théorie du droit, en affirmant théorie du droit plutôt que philosophie du droit, qui est dans l'esprit des fondateurs de 1926, de la revue de 1926, qui est disqualifiée en quelque sorte. Et en même temps, en affirmant, donc les fondateurs de la revue de 1926, disent une théorie du droit qui n'est et ne veut être qu'une théorie du droit positif. Et donc, on voit comment, à la fois, on s'inscrit dans une tradition fortement juridique et dans un courant spécifique de la science du droit, de la théorie ou la philosophie du droit, et en même temps, la préface, la nouvelle préface du numéro 1, 1985, commence à annoncer en quelque sorte une évolution, une mise à distance par rapport à cette conception qu'avaient les auteurs de 1926. Donc voilà un peu le contexte. La revue, pour dire d'un mot les choses, c'est une revue juridique, quoi. C'est une revue juridique d'un courant au sein de l'univers juridique. Et les sciences sociales, la sociologie du droit, ils sont très, très marginales. Et j'introduis donc mon deuxième point, le rôle des acteurs, mais très vite, je voulais en parler un peu plus tard. J'ai regardé hier par exemple, je me dis, au fait, il faut que je regarde la composition du comité éditorial, du numéro 1. Et j'avais jamais fait. Et j'étais le seul sociologue dans le comité éditorial. Le seul non-juriste dans le comité éditorial. Les membres du comité, alors y compris, Pierre Lascoum, on peut dire, bon, il va devenir un sociologue du droit éminent, mais il a une thèse en droit. Et donc, voilà, un côté extrêmement marginal de la perspective sociologie, sciences sociales dans la création de la revue. Et alors, j'en viens aux acteurs. Les acteurs, très vite, mais d'un point de vue, en quoi c'est intéressant sociologiquement, c'est trois personnes. Donc... c'est d'abord André-Jean Arnaud, qui est moteur dans cette affaire, incontestablement, avec un côté marginal, hétérodoxe, utopiste, etc. Donc à la fois créer une revue, mettre en place un dictionnaire, donc mettre en place un dispositif mondial pour écrire le dictionnaire de théorie et de sociologie du droit. Donc un personnage hors du commun qui... je crois que cette biographie est intéressante, je vais très très vite, quoi. Qui vit effectivement pas dans l'univers académique, il est toujours à distance, dans sa maison isolée avec lui en haut de la colline, là au milieu du bois, et qui est dans un rapport passionnel et conflictuel effectivement avec l'institution universitaire, et notamment les facultés de droit, puisqu'il en a été en quelque sorte exclu à cause d'un scandale privé, c'est-à-dire... il quitte sa femme, fille de général, pour se mettre en couple avec une féministe maoïste. Donc c'est le scandale absolu dans les facultés de droit, alors qu'il était considéré comme le disciple de Michel Villet, et il était destiné à prendre la place, en quelque sorte, de Michel Villet. On faisait son héritier, tout en sachant les différences, en maîtrisant les différences d'André-Jean Arnaud. Voilà. Donc à personne, c'est pas anodin que André-Jean Arnaud, ce personnage-là, soit devenu un acteur important dans la création, le processus de création de la revue. Jean-François Perrin, donc, est, lui, professeur de droit civil beaucoup plus orthodoxe, professeur de droit civil à l'Université de Genève, mais qui est complètement dans la fascination de Jean Carbonnier, quoi. Pour qui, voilà, Jean Carbonnier est une figure, pour lui, tutélaire, pour laquelle il a la plus grande admiration. Et donc, il entre dans cette perspective tout à fait de Carbonnier, dans la fidélité totale à la pensée de Carbonnier, et il pense que c'est intéressant, effectivement, de développer une sociologie juridique, comme l'entend Carbonnier. Et puis, bon, très, très vite, il y a moi. Alors, je suis très mal placé pour faire une biographie critique. Mais il se trouve que je suis à ce moment-là, effectivement,
détaché au ministère de la Justice et collaborant avec Jean Carbonnier dans le cadre du grand programme de réforme du Code civil. Et donc, je regarde avec un peu de curiosité cette sociologie juridique des juristes donc de Jean Carbonnier. Je suis un espèce de technicien social chargé de faire de la statistique, des sondages d'opinion au service de la sociologie législative de Carbonnier. Et en même temps, je m'interroge beaucoup et j'ai quand même, voilà, j'ai une mauvaise éducation avant, donc j'étais quand même l'élève de Bourdieu. Et donc, j'ai un peu une situation schizophrène, à la fois dans l'admiration de ces juristes gens convenables et érudits, et puis en même temps avec une position de recul qui est de dire mais je suis dans un lieu d'observation absolument fantastique sur un milieu étrange qui vaut bien l'étude d'une tribu d'Indiens d'Amazonie, quoi. Et donc voilà l'ambiguïté avec laquelle je m'engage dans cette aventure, parce qu'en fait tous les trois, nous avons conçu tous les trois la revue, quoi. C'est vraiment André-Jean Arnaud qui a mis en route les choses, mais nous l'avons conçu tous les trois, et moi je l'ai conçu aussi. Enfin, j'ai très vite pris le relais dans la revue parce que j'ai pris la direction d'un centre de recherche, un gros centre de recherche qui dépendait du ministère de la Justice et qui avait les moyens et par conséquent de soutenir la revue, d'autant que très vite, M. Marty, héritier de la maison Librairie Générale de Droit et de la Jurisprudence, rue Soufflot, qui était dans une espèce d'admiration sans borne à l'égard d'André-Jean Arnaud, qui trouvait cette initiative intéressante. Très vite, il s'est aperçu qu'avec nous, il allait faire faillite, quoi, et qu'il aurait des comptes à rendre au reste de la famille Marty. Et donc, il a fallu qu'on relaie très vite avec nos institutions, bien que, je crois que c'est un point important, que c'est en quelque sorte, et c'est dans la philosophie d'Arnaud, quoi, il fallait que cette revue reste hors des institutions, qu'elle n'appartienne pas à une institution, compte tenu, je dirais, des difficultés à affirmer une position de recherche dans l'univers juridique, une très grande, d'où la création à son initiative d'une association, loi 1901. La revue dépend d'une association, loi 1901, elle ne dépend pas d'une association. Elle a été soutenue constamment par des institutions, elle est soutenue actuellement par l'école normale supérieure de Cachan, de Paris-Saclay, mais en fait, elle est un peu hors, c'est pas une revue d'une institution académique particulière. Et puis, elle a été très vite donc soutenue, bien sûr, par le CNRS, qui trouvait intéressant qu'effectivement, il y ait une publication dans un domaine qui restait extrêmement marginal en France. Donc, voilà très vite un peu les conditions de création, à la fois du point de vue des contextes et du point de vue des acteurs. Troisième point donc, de focalisation, c'est la dynamique éditoriale, celle des contenus. Donc, et là, je crois que si vous voulez, le grand enjeu, enfin, ce qui mérite d'être étudié dans sa dynamique tout au long de l'existence de la revue et des ouvrages, c'est les rapports, l'économie des relations droit-sciences sociales, quoi. Alors, comme je l'ai dit au début, en fait, là, on peut dire que la revue était d'abord une revue de théorie du droit et très marginalement une revue de sociologie juridique, mais au sens où les juristes concevaient ce que devait être la sociologie juridique. Et en pensant à cette matinée, je regardais le numéro 1 de la revue, et notamment je retournais à cet article assez étonnant de Jean-François Perrin et de Jacques Comaille sur le modèle de Janus. Donc on voit bien comment je cherchais le compromis, quoi. C'est-à-dire, dans ce monde qui pour moi était étrange, comment être à la fois différent tout en étant poli, enfin, avec les collègues juristes. Donc, je ne crois pas du tout à la validité de ce modèle de Janus, mais je pense que dans cette période-là, en quelque sorte, on voit bien comment, je dirais, c'est pas ce qui me préoccupait, c'est moins la pertinence intellectuelle de l'analyse sur le droit, que comment j'allais résoudre les problèmes de relation avec les juristes qui étaient extrêmement dominants dans la recherche sur le droit. Et donc, on voit bien, on part d'une espèce à la fois de situation de compromis et de malentendu, avec la vision des juristes très dominante à ce moment-là sur ce que pouvait être
la sociologie dite juridique. Alors, ce qui est intéressant, là, c'est... je me permets de vous renvoyer, je l'ai regardé de nouveau donc, hier soir, l'article absolument exceptionnel de Pierre-Yves Condé dans le numéro 30, dans le numéro du 30e anniversaire, le numéro 91 de la revue, d'un travail de plusieurs mois, considérable, que je trouve exceptionnel. C'est vraiment un article vraiment tout à fait... Pierre-Yves Condé. Il est... Pardon ? Sur quoi porte l'article ? Il retrace donc l'histoire de la revue, et ça s'appelle « Droit et société ou le pluralisme d'une revue de théorie et sciences sociales du droit ». Droit et société ou le pluralisme d'une revue de théorie et sciences sociales du droit, numéro 91 donc, de la revue, qui est le numéro qui célèbre les 30 ans de la revue. Et donc, je ne pourrais dire que des choses beaucoup plus schématiques, caricaturales par rapport à cette analyse extrêmement subtile, complexe, notamment sur les rapports entre théorie du droit et sciences sociales tout au long de l'histoire de la revue. Alors, il y a aussi, je vous me permettrai de très bel article aussi de Vincent Simoulin dans le même numéro, qui lui s'est centré après un objet qui paraissait exemplaire, c'est-à-dire comment on a traité des réformes dans la revue Droit et Société, là, et comment, effectivement, il y a à la fois des théoriciens du droit et des sociologues qui ont traité des réformes dans la revue, et comment le regard est à la fois différent et pas si différent que ça, si je puis... mais Vincent pourra y revenir éventuellement. Ce qui apparaît très rapidement, deux, trois notations sur l'évolution du contenu de la revue, c'est assez étonnamment une influence croissante de Bourdieu, de la pensée de Bourdieu dans la revue. Alors, ce qui est intéressant, c'est, mais je parle sous votre contrôle, chers amis, chers collègues, c'est moins, ce qui inspire la revue et la référence à Bourdieu, c'est moins la critique du droit comme instrument de domination que le positionnement épistémologique, la rupture épistémologique. Et c'est très intéressant, on voit comment on va solliciter la pensée de Bourdieu du côté des sciences sociales pour pouvoir construire une rupture épistémologique par rapport à l'objet droit et par rapport au regard dominant très très fort des juristes de l'univers juridique. Donc, vous voyez, c'est moins on ne reprend pas les théories du droit comme instrument de l'illumination, mais plus la rupture épistémologique telle qu'elle est dans le métier de sociologue. Et donc, quand on va avoir... il va y avoir souvent des références à Bourdieu, il va y avoir des articles critiques, des dossiers sur Bourdieu, il y en a eu 2. Et c'est plutôt cette adhésion au positionnement épistémologique qui a une influence très très importante. En quelque sorte, les sciences sociales cherchent à fonder épistémologiquement leur spécificité par rapport au regard juridique lui-même. On pourra discuter de ça, mais je trouve ça extrêmement intéressant. Et ça veut dire aussi, probablement que la Bourdieu a une influence sur 2 déplacements du point de vue des contenus. Un, c'est le déplacement dont j'ai aussi été un partisan tout au long de l'histoire de la revue, c'est-à-dire comment passer d'une sociologie du droit, très sociologie spécialisée, sous-discipline de la sociologie, à une sociologie générale. C'est comment la bonne façon d'aborder la question du droit, et de façon complémentaire peut-être par rapport à la façon dont l'abordent les juristes, c'est retourner au savoir de sociologie générale. Et c'est plus généralement, deuxième déplacement qui est probablement dans lequel l'influence de Bourdieu a été présente, c'est passer d'une sociologie du droit à une conception science sociale du droit. C'est-à-dire que le problème, c'est plus tant de savoir si c'est pertinent d'aborder la question du droit du point de vue de la sociologie, mais c'est important d'aborder la question du droit éventuellement du point de vue de la sociologie, de l'histoire, de l'anthropologie, de l'économie, de la science politique. Encore que l'économie
est, à mon avis, peu présente dans la revue, dans les mobilisations de sciences sociales sur la question du droit. Mais en tous les cas, voilà, il y a un double déplacement. Sociologie du droit, comme sociologie spécialisée, étroitement spécialisée, avec ses réseaux nationaux et internationaux, passer à une conception beaucoup plus large qui est de retourner en quelque sorte au savoir de sociologie générale, de mobiliser les ressources du savoir de sociologie générale pour travailler sur la question du droit et dans une certaine complémentarité avec ce que font les juristes. Et puis, de décloisonnement du côté même des sciences sociales elles-mêmes, avec le souci de mobiliser conjointement l'histoire, l'anthropologie, la sociologie et la science politique notamment. Donc, on va, cette évolution très rapidement dessinée avec un ou deux indicateurs que je viens d'évoquer, va conduire à modifier les mobilisations de personnes dans la grande aventure de sociologie du droit et à faire entrer, donc il va y avoir une modification des équilibres du point de vue des appartenances disciplinaires et institutionnelles et une entrée, on le voit, de gens qui viennent des sciences sociales qui entrent dans le comité. Alors je ne sais pas, on regardait tout à l'heure avec Nathalie, je ne sais pas quel est l'équilibre, je n'ai pas fait la rentrée dans le nouveau comité éditorial. Dans tous les cas, il y a incontestablement maintenant à la fois un nombre assez important de collègues de sciences sociales à côté du nombre qui reste important de collègues qui viennent directement du droit. Et ce qui est très intéressant, là ça me permet d'introduire ça me permettra d'introduire le quatrième point. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une entrée et des contributions de plus en plus importantes de collègues qui viennent de la nouvelle génération. Donc, qui viennent de la nouvelle génération, qui est précisément, qui est porteuse de ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire le déplacement vers la sociologie générale et le déplacement vers les sciences sociales en général, et donc qui porte de l'intérêt à la question du droit et de la justice, mais à partir des savoirs fondamentaux des disciplines concernées, plus à l'intérieur d'une sociologie spécialisée qui serait la sociologie juridique et que nous avons appelé, je pense que le changement de plutôt sociologie du droit que sociologie juridique, qui donnait l'impression trop d'être la sociologie instrumentalisée par l'univers sur lequel elle était censée travailler. Un autre point peut-être qui est intéressant dans un indicateur de l'évolution des contenus, c'est une montée en puissance, je dirais, de la place occupée par des travaux qui font du droit, qui travaillent sur le droit non pas comme référence, mais qui travaillent sur le droit comme ressource et comme instrument de résistance. Et là, on voit bien là l'influence d'une conception très science sociale, puisque c'est à la fois notamment la sociologie et la science politique qui vont contribuer à porter ce déplacement donc, du droit comme impératif, comme référence, vers le droit comme ressource, comme instrument de résistance. Un autre point sur les contenus qui me paraît, l'évolution du contenu qui me paraît, un indicateur qui me paraît intéressant, c'est les relations nationales-internationales. Et là, c'est aussi très très intéressant, parce qu'on pourrait dire, la revue s'est développée, donc elle a pris sa place au niveau international. Il y a toujours eu, il y a une grande constante dans la revue, c'est toujours une forte participation internationale. Et cela, très certainement, grâce notamment à André-Jean Arnaud, qui a toujours eu cette vision iconoclaste d'une certaine façon, étonnante. Voilà, un homme qui vit sur un piton rocheux, tout seul, et il n'y a pas plus internationalisé que lui. Il l'est plus que nous, Il est plus que nous dans les institutions, toujours. C'est un homme qui correspondait avec le monde entier, d'abord comme au XVIIIe siècle, avec des longues lettres aux grands noms de la pensée en sciences humaines et sociales au niveau international, et puis ensuite par mail, il était en contact permanent, quotidien, avec le monde entier. Donc il a inscrit cette posture dans la revue elle-même et dans les activités de publication plus généralement de droit et société. Mais ce qui est intéressant, je trouve, dans
dans ses rapports nationaux et internationaux. Donc il y a toujours eu des étrangers dans le comité éditorial, il y a toujours eu beaucoup de contributions étrangères. Mais ce qui est intéressant, c'est, sur ce qui concerne cette variable internationale, c'est le fait que les recherches, les contributions, les articles sont de plus en plus internationalisés. C'est-à-dire, sont de plus en plus, et c'est particulièrement vrai pour les sciences sociales, sont de plus en plus prennent en compte l'état des savoirs au niveau international. Donc il y a une internationalisation, pas seule des auteurs, parce que ça, elle est permanente, c'est une constante, mais il y a une internationalisation de la mobilisation des savoirs concernés sur les sujets qui sont traités. Voilà, et donc, dernier point peut-être sur les contenus encore, c'est il y a incontestablement, je crois, et là, Pierre pourra peut-être revenir là-dessus, quoi. Il y a incontestablement, compte tenu de l'avènement d'une jeune génération talentueuse du côté des sciences sociales, une place croissante accordée dans les dossiers et dans les articles à des restitutions de résultats de recherche, donc très fondés sur l'empirie, le travail empirique, et qui aussi s'intéresse beaucoup, on voit bien, à la question des méthodes. Donc on va, du coup, il va y avoir ce fameux dossier de Liora Israël sur les méthodes, qui en quelque sorte affirme là la spécificité, l'identité propre des chercheurs de sciences sociales quand ils abordent la question du droit, les problèmes techniques que ça pose, mais du point de vue des sciences sociales. Et puis, cette espèce de recherche de dialogue, en partie avortée, puisque, en quelque sorte, il y a un dossier dont tu es co-responsable avec Michel Van de Kerkhoff qui répond à ce dossier sur les méthodes des chercheurs de sciences sociales. Peut-être, alors, un dernier point aussi, mais qui mériterait, vous voyez, beaucoup d'approfondissement, c'est comment aussi, en quelque sorte, on voit une évolution d'analyses qui sont proposées dans la revue, inspirées un peu par un positionnement critique du droit, une critique politique, une critique militante du droit, vers de plus en plus plutôt une analyse de sociologie politique. C'est-à-dire où c'est plutôt l'approche militante, enfin inspirée en tous les cas par l'approche militante critique du droit qui est prise en compte, mais plutôt la question de la mise en rapport du droit avec le politique, quoi. En quoi le droit éclaire en quelque sorte les transformations, les mutations du politique. Et là, d'où très certainement une influence, j'avance ça comme une hypothèse, quoi, une influence peut-être plus grande des savoirs de sciences politiques. J'ai une question, donc je me tourne vers Pierre, on l'évoquera peut-être après, quoi. On voit bien, j'ai un regard quand même qui est le regard d'un acteur des sciences sociales. J'arrive moins à saisir les évolutions du côté de la théorie du droit, quoi. Et ça serait intéressant. Tu es beaucoup plus à même que moi de le faire. Je vois bien, là, ça a beaucoup bougé du côté des sciences sociales. Et il y a l'arrivée, incontestablement, d'une jeune génération qui prend une place importante, qui s'installe à la fois au niveau national de façon importante, hein, qui va entrer avec des postes académiques dans l'université, à l'école des hautes études, à l'étranger, qui va prendre sa place et imposer le droit comme un objet important de recherche, et qui va s'installer au niveau international. On voit bien avec la place qu'occupent un certain nombre de jeunes collègues maintenant dans la Law and Society Association. Donc, mais j'ai un peu un point d'interrogation sur est-ce que ça a bougé de la même façon du côté du droit et du côté de la théorie du droit. J'en suis moins sûr, mais je suis beaucoup moins légitime que toi pour en parler. Alors, l'évolution, quatrième point, et là je vais être très bref et je m'arrêterai là-dessus, parce que je vais parler déjà très très longtemps. Ça va ? Oui. L'évolution des rapports donc, entre une revue et les domaines concernés.
Et là, je suis incapable de répondre sur... je pense que c'est une question importante, quoi. Est-ce que la revue a été simplement, d'une certaine façon, la réceptrice, le miroir un peu passif, pas tout à fait active dans la mesure où elle prend, elle reçoit et elle publie des articles qui rendent compte des évolutions dont je viens de parler, notamment très fortes du côté des sciences sociales, ou est-ce qu'elle a joué un rôle dans la structuration du milieu, du nouveau milieu de recherche en sciences sociales? J'avoue que je ne suis pas en mesure de répondre. Je pense qu'il y a une dynamique, elle est très très difficile pour moi à saisir, à maîtriser. Voilà, donc je reste avec un point d'interrogation, mais c'est une question qu'on pose souvent quand on fait un travail réflexif sur les revues qui fêtent leur anniversaire, qui se disent, bon, quelle place on occupe en fait dans l'histoire des champs de recherche concernés. J'avoue que là, on est incontestablement, la revue Droit et Société et les collections d'ouvrages sont incontestablement le miroir, le témoin d'une grande évolution des contenus de recherche, des façons de faire de la recherche sur le droit. Est-ce que la revue, le Droit et Société, est-ce que les collections d'ouvrages sont en quelque sorte un facteur qui contribue, qui participe au changement dans les types de questions et les façons de traiter les questions dans les domaines concernés? Je termine par ce point d'interrogation et je passe la parole à mes chers collègues et amis de la rédaction en chef. Merci beaucoup, Jacques. C'est extrêmement... c'était vraiment formidable comme exposé parce que même pour des gens qui sont à l'intérieur de la revue, on apprend tous les jours, notamment sur les relations entre les institutions et les acteurs. Alors, la position que j'ai est un peu plus délicate parce que je n'ai pas du tout cet historique et parce qu'effectivement, moi, j'interviens dans cette revue plutôt un peu comme le juriste. Et en t'écoutant, je me rendais compte à quel point les choses avaient profondément évolué parce que toute vanité mise à part, je me fais parfois l'impression d'être un peu le Jacomaille à l'intérieur de Droit et Société. Tu étais très minoritaire à l'époque de la création de la revue parce qu'elle était dominée par des juristes. Incontestablement, la revue aujourd'hui est dominée par des sociologues. Et je le dis sans aucune acrimonie évidemment. Non, c'est même d'ailleurs un très grand plaisir. Pour rebondir sur ce que il était dit tout à l'heure, c'est aussi une respiration intellectuelle pour les juristes d'aller justement dans les comités de rédaction de Droit et Société, car on sort très clairement du cadre extrêmement rigide que les études de droit et les juristes continuent à apprécier. Donc la revue, moi, je crois, de mon point de vue, a effectivement profondément changé. Elle a changé, ne serait-ce que de format d'ailleurs, et elle a aussi changé dans la composition, dans la représentation des choses, et dans la représentation de ce savoir qu'on appelle sociologie du droit. Je suis entièrement d'accord avec le changement de nom. C'est, à mon avis, un élément très important. Incontestablement, cette sociologie juridique d'avant, c'était une sociologie qui était pensée comme un instrument pour des juristes. Et la façon dont les juristes pensaient la sociologie était très instrumentale, très instrumentalisée. Et dans une vision finalement très, très étatique des choses. Avec toute l'admiration qu'on peut avoir pour l'œuvre de Carbonnier, le travail de Carbonnier était un travail qui trouvait aussi ses racines dans cette pensée juridique qui est au service d'un instrument, enfin qui pense le droit comme un instrument quand même de domination de la société, d'organisation de la société. Et ce mouvement est très ancien, on pourrait le faire remonter sans doute au XIXe siècle, au moment où les juristes commencent à vouloir effectivement penser la société du point de vue des juristes, s'autonomise alors ce discours des juristes qui prend ses distances vis-à-vis tant de la philosophie que
que d'une réflexion d'ordre moral, pour penser le droit, au fond, comme une morale en tant que telle, sans vouloir faire inutilement un cours d'histoire de la pensée. Quand on s'est mis à penser, à dire, à parler de philosophie du droit positif, on mettait déjà, à mon sens, le doigt dans cette mécanique qui a donné lieu à une conception, en effet, du droit comme une mécanique sociale à part entière, qui aurait des choses à dire sur la société, et qui s'est trouvée, en quelque sorte, prise un peu dépassée très vite par la naissance de la sociologie générale. Et je reviens une seconde sur la naissance de la revue. On a parlé de Kelsen, de Duguy, de Weyer. C'est très intéressant de voir que dans l'œuvre de Kelsen, la sociologie est totalement inexistante. Il a construit toute sa pensée contre la sociologie, contre le raisonnement sociologique, contre l'analyse causale. Et on pourrait presque faire une relecture de l'œuvre de Kelsen comme une sorte d'anti-Weber, et on aurait en effet une illustration de la façon dont les juristes peuvent, dans certains cas, penser leur discipline en excluant les faits et en essayant de penser le droit de manière totalement en vase clos. Alors ce qui est très frappant aujourd'hui, c'est que cette revue n'a plus rien à voir avec cela. Je pense que Kelsen ferait un infarctus en ouvrant les numéros de droit et société. Peut-être même d'ailleurs se retourne-t-il dans sa tombe à chaque parution d'un numéro. Mais le fait est que aujourd'hui, on a un matériau extraordinaire, et là je le dis en juriste, un matériau extraordinaire parce que effectivement, on est dans une démarche qui n'est plus du tout une démarche cherchant à instrumentaliser la sociologie en vue de lui faire produire des résultats qui concerneraient les juristes, mais on est dans un travail de connaissance, de production d'une connaissance qui ne recherche pas une finalité quelconque. Donc ça, c'est l'apport que je trouve à cette revue, et je crois pouvoir dire sans aucune, là encore, grandiloquence, qu'il n'y a pas de revue équivalente en France, incontestablement. Et je ne sais pas si finalement, dans le monde académique, on trouve autant de revues de cet ordre-là. Bien sûr, il y a tout le mouvement de Law and Society dont on pourrait parler, et la revue est incontestablement, se veut un prolongement, a été pensé comme un prolongement du mouvement de Law and Society, mais finalement, si on faisait l'inventaire des revues qui se propose de fournir du matériau de sociologie juridique en croisant des regards de juristes et de sociologues, je crois qu'on pourrait compter ces revues sur peut-être les doigts d'une seule main, il me semble. Enfin, vous me contredirez peut-être, mais il me semble qu'il y a une originalité forte. Alors justement, sur ce croisement des regards, et je vais en arriver à la question que tu m'as posée, hein, je ne l'ai pas oubliée, je ne cherche pas du tout à m'y soustraire, mais je vais revenir forcément sur ce dossier auquel tu as fait référence, ce travail qu'on avait fait avec Michel Van de Kerkhove en vue justement de faire une sorte de réponse des juristes au dossier sur les méthodes des sciences sociales. Et c'était sans doute un des premiers dossiers sur lequel je travaillais, et j'ai constaté à quel point c'était très, très difficile de travailler sur ce dossier. Bon, Michel n'est plus là pour donner un regard, ou pour jeter un regard un peu différent sur ce que je vais dire, mais je me souviens que ça avait été compliqué de trouver des collègues susceptibles de travailler sur cette question. On a essuyé plusieurs refus. On a aussi eu le cas de collègues qui ont commencé et qui ont renoncé. Je me souviens d'un dossier très difficile à monter et qui était difficile, je crois, pour au moins deux raisons. La première, c'est que les juristes n'aiment pas tellement réfléchir sur leur propre méthode. Et quand ils le font souvent de manière très académique, en recherchant les méthodes dites officielles du droit. Et le fait est qu'il y a un discours très ancien de la méthodologie de la science juridique chez les juristes
mais qui est un discours, là aussi, très fermé sur lui-même, qui est en fait une tentative d'exposition, de rationalisation, non pas des méthodes des juristes en tant que chercheurs, mais des juristes en tant que producteurs du droit. Et donc, en fait, c'est le regard que les juristes universitaires académiques portent sur les acteurs du droit eux-mêmes, et donc, en fait, principalement, les juges. C'est cela qu'on trouve dans les ouvrages de méthode du droit, de méthodologie. C'est donc, en fait, une démarche qui est une réitération de certaines prescriptions, en réalité, que les juges ont tendance à élaborer pour rationaliser leur propre conduite. Donc on voit que le niveau de discours des juristes qui tentent de rendre compte des méthodes du droit est un niveau qui est très très largement une sorte de réitération d'un discours largement prescriptif. Et il y a à côté de cela une réflexion de type scientifique, entre guillemets, en tout cas une réflexion un peu critique sur les méthodes des juristes. Et il y a évidemment des courants entiers qui sont l'illustration de ces réflexions. Les Critical Legal Studies en sont évidemment le témoignage le plus éclatant, les réalistes américains auparavant, les juristes français de la fin du 19e siècle, ou les juristes allemands également en réaction à ce qu'on appelait l'exégèse et le mouvement de codification aussi, mais ces mouvements ont toujours été assez minoritaires et très vite réintégrés en quelque sorte dans dans cette machinerie de la méthodologie juridique relativement prescriptive. Et donc moi je pense que ça c'est une première raison profonde, difficile d'ailleurs à examiner dans le détail, mais qui est je crois très forte. Et puis la deuxième raison, c'est que réfléchir sur les méthodes des juristes un peu en contrepoint d'une réflexion des méthodes des sciences sociales pour ensuite publier cela dans Droit et Société, je pense que ça a fait très peur, ça a beaucoup intimidé certains collègues. Je le dis là encore avec toute l'amitié que j'ai pour les collègues auxquels je pense qui ont renoncé ou qui ont eu un peu peur, mais on sentait une intimidation. Tout simplement parce que voilà, la revue Droit et Société effectivement jouit auprès des juristes qui la connaissent et qui la fréquentent d'une très forte notoriété. Je voudrais faire une petite digression, peut-être politiquement incorrecte ou légèrement incorrecte, mais il faut savoir que chez les juristes, les revues sont très rarement des revues avec des vrais comités de lecture. Sont très rarement des revues dans lesquelles il y a cette méthode de travail que l'on trouve chez Droit et Société, c'est-à-dire des papiers examinés à l'aveugle par 2 référents, qui font faire des commentaires qui ne se veulent pas seulement des commentaires destructeurs, mais souvent des commentaires constructifs et qui cherchent à améliorer le travail. Ça, c'est la démarche à la fois scientifique et collective que les juristes ignorent beaucoup. Claire peut-être pourra illustrer ce point également, mais on trouve très peu de travaux véritablement collectifs chez les juristes. Les laboratoires de recherche des facultés de droit sont souvent des laboratoires où il y a assez peu de travail collectif. Les juristes souvent d'ailleurs reconnaissent eux-mêmes qu'ils ont du mal à travailler avec d'autres. C'est un travail un peu isolé et c'est souvent quand même un travail qui est un travail d'exégèse, de commentaires, et où on n'a pas vraiment l'habitude de discuter véritablement de certaines thèses ou de discuter de certains résultats. Je termine avec cette digression, mais je suis aussi frappé par le fait que les revues juridiques font très peu, par exemple, de commentaires d'ouvrages. Il est assez rare de voir des commentaires d'ouvrages un peu critiques qui essayent effectivement de saisir les ouvrages au cœur plutôt que de simplement en parler de manière comme ça un peu superficielle. Bon, je clôt ce point, mais je crois que c'est un élément de culture disciplinaire très, très important. Et là encore, il n'y a absolument aucune condescendance dans mon propos, mais je pense que dans le milieu académique, les juristes sont souvent très clairement attachés à des pratiques qu'ils ont beaucoup de mal à assouplir, voire à abandonner dans certains cas, parce que certaines, à mon avis, mériteraient d'être largement abandonnées. Et cela est très certainement dû
au fait que la recherche juridique est aussi dépendante d'un mode de formation des juristes sur lequel on a eu l'occasion de revenir dans différents numéros de droit et société, mais la formation des juristes est une formation encore très marquée par l'académisme. Bon, je vais là aussi, si cette vidéo sort du milieu des sciences sociales, je vais me faire sans doute couper la tête, mais le concours d'agrégation est un élément, un facteur terriblement uniformisant, harmonisant diront certains, mais très uniformisant également, et qui en outre génère un certain nombre de croyances plus qu'un regard critique ou, disons, en tout cas réflexif sur certaines pratiques. Et bon, je ne vais pas ouvrir le débat de savoir s'il faut détruire ou non, ou abandonner ou non ce concours d'agrégation, mais enfin, il est incontestable que ça génère un très grand nombre de comportements, mais aussi de croyances et une espèce de culture, disciplinaire qui, à mon avis, n'est pas un facteur d'ouverture en termes de recherche et d'interdisciplinarité. Voilà, donc le dossier auquel je faisais référence a été difficile à monter. Il a été en même temps extrêmement instructif, ne serait-ce que pour moi. Et je dois ici faire un coming out, c'est que j'adorerais en fait reprendre ce sujet. En fait, je pense qu'il faudrait presque que Droit et Société se donne un peu un rythme, je ne sais pas, tous les 6, 8, 10 numéros, l'obligation de refaire le point sur cette question. Et peut-être d'ailleurs sous une autre forme, c'est-à-dire pas deux dossiers l'un contre l'autre, mais peut-être un dossier qui mixerait les points de vue. Je pense que ce serait extrêmement enrichissant. Maintenant, j'en arrive à ta question très difficile. J'ai tenté de la contourner, j'ai tenté d'introduire de manière interstitielle des éléments de réponse. Où en est la théorie du droit aujourd'hui ? Bon, c'est une question qu'il faudrait poser à des grands théoriciens du droit, qui ont un regard panoramique encore plus large, beaucoup plus large que le mien. La théorie du droit est sans doute à un moment à la fois de profond renouvellement et d'une certaine... Je vais ici introduire là aussi un élément peut-être un peu incorrect, mais un point peut-être de lassitude. Je suis très frappé par le fait, je vais commencer par ce deuxième point, un élément de lassitude, c'est que les discours, le discours, disons, de la théorie du droit au plan international aujourd'hui tourne un tout petit peu en rond depuis une dizaine, peut-être une vingtaine d'années, au point qu'on en revient à des discussions que des juristes, des théoriciens du droit, d'ailleurs très influencés par Kelsen, mais qui ont su s'en émanciper, notamment des juristes, je pense ici à une école italienne très forte, un discours que ces théoriciens du droit avaient cru pouvoir enfin dissoudre, c'est-à-dire toute cette réflexion sur la nature du droit. Les théoriciens positivistes attachés à la démarche kelsenienne, et notamment, je pense à des gens, à ces trois grandes figures de la théorie du droit italienne qui étaient Bobbio, Scarpelli et Tarello, dans les années 60, ont apporté un souffle véritablement nouveau en acceptant à la fois le cadre théorique de Kelsen, mais aussi en introduisant dans ce cadre théorique une réflexion sur le langage, une réflexion sur la spécificité du langage normatif, sur l'héritage du réalisme américain, qui avait provoqué un souffle, je crois, assez nouveau, et qui avait réussi à détruire, en quelque sorte, à dissoudre cette question très ontologique de la nature du droit, qui donnait lieu pour eux, et de leur point de vue, je crois vraiment qu'ils avaient raison, mais de leur point de vue, ça donnait lieu à des discussions éternelles qui opposaient des philosophes du droit très attachés à une conception finalement très prescriptive et morale de droit, et d'autres au contraire très attachés à une approche du droit beaucoup plus à la fois positive et aussi, disons, empirique, et avec une dimension de sociologie. On pourrait aussi parler de Renato Treves, évidemment. Cette discussion, qui a donc réussi à disparaître en quelque sorte pour aborder des questions beaucoup plus difficiles sur la question de la structure des systèmes juridiques, sur la mode de production du droit, sur la dimension idéologique et la part de l'idéologie des juristes dans la production du droit, sur les formes de représentation du droit par les juristes,
et qui ont conduit ensuite à tout un ensemble de travaux très intéressants sur les questions d'argumentation juridique, sur les lieux de production de l'argumentation et les conditions d'argumentation en droit, et qui ont donné lieu par la suite à des discussions très riches entre juristes et sociologues, ou entre juristes et personnes, disciplines s'intéressant justement à la signification. Je pense à des travaux de sémiotique juridique, par exemple. Tout cet aspect-là est un peu effacé aujourd'hui par le retour de ces questions d'ordre ontologique, et très largement sous l'influence de la théorie de Dworkin, dont il est intéressant de voir qu'elle a été discutée dès les premiers numéros de Droit et Société, en 85, avec des articles très critiques, dont il est stupéfiant de voir à quel point ils sont oubliés, et où ils ne sont pas lus, tout simplement parce qu'ils ont été publiés en français, et qu'aujourd'hui, une très large partie du discours de la théorie du droit est monopolisée, et je le dis là encore sans aucune animosité, mais monopolisée par un discours anglophone, très largement américain, complètement obsédé par, en fait, la théorie de Dworkin et l'opposition entre Dworkin et Hart. Et qui tente d'ailleurs de récupérer la dimension la plus morale, prescriptive et ontologique de la théorie de Hart. Donc on a, là aussi, il faudra le couper au montage, mais on a des théoriciens du droit ou des philosophes du droit. D'ailleurs, le terme de philosophie du droit, c'est amusant, revient de plus en plus aujourd'hui, alors que précisément des gens comme Kelsen en 1926 étaient très hostiles à cette expression, parce que pour eux, la philosophie du droit, c'était la philosophie des philosophes, et donc cela conduisait à des réflexions sur la justice qui est très largement des dimensions de morale ou de philosophie morale qu'ils voulaient abandonner. Et on a ici quelque chose de tout à fait frappant, c'est que des jeunes philosophes du droit peuvent, sans aucune gêne, expliquer que non, ils n'ont jamais lu Kelsen aujourd'hui, ça ne me dérange pas du tout. Et ils s'arrêtent, ou leur cadre analytique s'arrête à des gens comme Hart et Dworkin. Voilà. Pour être un peu brutal, c'est un peu comme ça qu'on voit les choses. Bon, il s'avère que ce courant peut aussi, de temps en temps, s'expliquer, ce retour, disons, à une question des questions d'ordre un peu ontologique, s'explique aussi par le fait que, et c'est là une évolution qui est relativement dynamique, c'est le rapprochement des disciplines. J'en reviens à un deuxième aspect, c'est que la théorie du droit évolue aussi parce que, en réalité, elle est aujourd'hui de plus en plus investie par des philosophes qui s'intéressent à la philosophie politique, à la philosophie morale, donc en fait aux philosophies de la justice, aux théories de la justice, et aussi à des politistes qui font un travail remarquable depuis de nombreuses années sur le droit lui-même, sans adopter cette attitude que l'on a pu trouver chez certains politistes à une époque, qui était une attitude un peu dédaigneuse vis-à-vis du droit, c'est-à-dire considérant que finalement le droit était très souvent très mal analysé par les juristes eux-mêmes. On a aussi un profond renouvellement du regard de la science politique, à la fois sur le droit et sur les travaux des juristes. Et puis, on a aussi une dynamique qui est provoquée par le fait que, eh bien, au sein des facultés de droit, il y a parfois quand même quelques éléments un peu, disons, qui ont envie de faire un peu bouger les choses et qui ont conscience que les études de droit ne peuvent pas s'enfermer dans cette dogmatique qui les caractérise depuis très longtemps. Quand je dis dogmatique, c'est au sens, disons, presque technique du terme. C'est cette dogmatique qui a été construite progressivement à partir du XIXe siècle et qui est apparue comme une forme d'excellence du savoir juridique, un savoir qui est neutre, qui est descriptif du droit lui-même, bien que participant très largement à la production normative aussi, mais voilà, où le juriste est censé faire un état du droit tel qu'il est sans prendre parti. Alors ce discours-là est quand même très fortement contesté, et il est contesté aussi à l'intérieur du droit, et les disciplines sans doute les plus dynamiques aujourd'hui sont le droit international, incontestablement, le droit international en tant qu'il provoque une réflexion sur la composition du droit, la structuration du droit. On a tout ce thème très, très, très à la mode depuis maintenant une bonne dizaine d'années de la fragmentation du droit, qui vient contester
l'éminence de l'État et qui oblige à penser le droit indépendamment ou dans un rapport un peu oblique par rapport à l'État. Donc ça, ce sont des discussions qui réveillent beaucoup les juristes et qui conduisent ces juristes à devoir en fait prendre en charge leur objet à travers d'autres disciplines que la leur, en tout cas une discipline matinée de travaux, à la fois d'histoire, mais aussi de sciences sociales, de sciences politiques ou de théorie politique. Donc pour répondre à ta question, la théorie du droit aujourd'hui, elle en est un peu dans une forme d'interrogation, je crois. C'est-à-dire qu'on est en train de construire de manière un peu, en fait, un peu par bricolage, un discours ou une tentative de... En plutôt, on est, pour le dire autrement, on est dans une recherche, au fond, dans une contestation d'un modèle, incontestablement la contestation du modèle du droit étatique tel qu'il a été très largement véhiculé, raffiné par la théorie du droit aujourd'hui, mais il faut admettre que le modèle pertinent est pour le coup encore très incertain, très flou. Il y a beaucoup d'intuitions, ce qui donne lieu d'ailleurs à la production d'un très grand nombre de théories très différentes, qui ne sont pas toujours faciles à saisir, et dans lesquelles il faut reconnaître la vision anglophone de common law est assez dominante, mais elle est également pas mal discutée, et il y a de ce point de vue-là évidemment un apport important des éléments de la théorie la théorie systémique de Luhmann, relayée par Teumer, qui a aussi un poids important. Donc on est dans une phase, à mon avis, de profond renouvellement. Et comme souvent dans ces phases de profond renouvellement, on ne sait pas très bien sur quoi ça débouchera. Voilà, je crois qu'on peut faire un peu un exposé comme ça. Oui, on peut passer la parole à tes collègues. Parole à Oui. Laurence. Oui, alors même si je n'ai pas eu de questions directement et juste quelques mots pour peut-être compléter et aller bien évidemment dans le sens de la présentation de ce qu'a évoqué Jacques, puisque effectivement cette transformation, moi je peux dire que d'une certaine façon je l'ai vécu au sens où j'ai eu l'impression de faire partie de cette nouvelle génération entre guillemets. Oui, t'en fais bien partie. Oui, oui, enfin, encore que j'ai un peu vieilli, donc le nouveau est toujours relatif. Et où effectivement, lorsque j'ai commencé à travailler sur les questions de droit et de justice, eh bien, à partir d'un positionnement de sciences politiques, eh bien, cela a été tout sauf évident. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, ce travail justement d'intégration des objets juridiques et judiciaires dans des approches de sciences politiques, le fait de considérer que ces objets pouvaient être des objets légitimes au sein de la discipline, n'était pas du tout évident et a pu, juste pour l'anecdote, moi je me souviens très bien avoir présenté ma thèse au tout début et avoir entendu comme remarque, mais en quoi est-ce de la science politique? Ça porte sur en l'occurrence, ça a porté sur l'expertise judiciaire. En quoi est-ce que c'est de la science politique? C'est-à-dire comme si le fait de travailler sur des mécanismes à l'intérieur de l'espace de la justice institutionnelle empêchait d'une certaine façon de développer une approche pleinement, une problématique pleinement intégrée dans la science politique. Et on voit bien là le lien que, enfin, l'héritage de la construction de la science politique et de ses liens avec le droit qui ont fait que ce passage n'était pas acquis et du coup pour peut-être aussi parce que la science politique, je dirais, n'a pas d'épistémologie propre et qu'elle est plutôt, et là aussi on va couper au montage, une sorte d'auberge espagnole qui à un moment donné a accueilli différents types à la fois d'approches, de méthodes sur au début finalement des objets qui étaient des objets dits politiques mais qui n'étaient pas véritablement définis plus avant et qui du coup s'est trouvé face à une nécessité de construire un positionnement disciplinaire, une unité disciplinaire et pour lequel
l'intégration d'approches de type de sociologie, sociologie du droit, sociologie de la justice, n'était pas a eu besoin d'être défendue, promue. Et en même temps, cette discipline, elle a évolué, on le voit bien, avec des approches elle a évolué notamment parce que aussi, j'allais dire, la place de la légalité dans nos sociétés est extrêmement importante, et que de ce fait, eh bien, nombreux sont les chercheurs qui, en ne travaillant pas initialement sur des mécanismes juridiques, judiciaires, sur des objets typiques de sociologie du droit, eh bien, se trouvent confrontés, rencontrent cette question eh bien, de la défense d'une cause par le passage par le droit, par le fait d'aller dans l'arène judiciaire, et qui du coup eh bien, je dirais, doivent intégrer cette dimension-là de fait. Et je crois que c'est une des dimensions qui a contribué à donner, enfin à ouvrir cette sociologie du droit et à faire que, eh bien, effectivement, par exemple en sciences politiques, on ne voit plus la sociologie juridique comme une sociologie spécialisée, mais plutôt comme un outil à travers lequel on va pouvoir comprendre certains mécanismes qui touchent à la question de l'autorité, de la défense d'une cause, de problématiques liées également à la démocratie. Alors, donc effectivement, on voit bien cette transformation. Également, qui du coup, par rapport à ton dernier point, Jacques, sur le dernier point que tu laissais volontairement ouvert sur la question de quelle place de la revue dans les transformations des milieux de recherche en question et des communautés. De ce point de vue-là, il est incontestable, je crois, que cette revue, que la revue Droit et Société, a pu jouer un rôle d'appui, de valorisation de travaux qu'il était difficile, à une certaine époque, de défendre ailleurs. C'est-à-dire qu'elle a joué le rôle de support, d'espace de présentation de ses travaux, de publication de ses travaux, avec la politique éditoriale que tu as évoquée, c'est-à-dire le fait que, eh bien, on soit soucieux, par exemple, d'examiner les articles faire une révision par les pairs, et dont l'objectif est précisément d'améliorer les papiers et de faire que, notamment pour une jeune génération, eh bien, ce soit un lieu aussi de formation à ce que c'est que la publication d'un papier scientifique, c'est-à-dire quels sont les canons, les critères, et cette dimension-là, je crois qu'elle est importante dans eh bien, le soutien qui est apporté à une jeune génération dans sa capacité à défendre finalement des travaux qui n'étaient pas mainstream, mais dont il s'agissait de les faire rentrer quand même dans les canons d'une forme de validité et de reconnaissance scientifique. D'une part, et puis aussi, et c'est un lien vers ce qui va suivre et les discussions qu'on va avoir par rapport aux collections de droit et société, c'est-à-dire que je crois que la revue, elle a aussi trouvé un écho et inversement à travers les publications, les collections d'ouvrages, où la question de l'interdisciplinarité a pu être travaillée, valorisée, voilà, et non seulement dans, j'allais dire, des articles publiés dans la revue, qui sont des articles qui en eux-mêmes ont une perspective interdisciplinaire, c'est-à-dire croisent par exemple des éléments historiques et des éléments sociologiques, qui donc procèdent à de l'hybridation disciplinaire, dans le fait de également faire une place, tu le disais Jacques, autant à des articles
qui sont finalement des articles plus construits autour d'une perspective juridique et donc pas nécessairement sur un substrat empirique, et donc du coup où on a à la fois le souci d'avoir donc des articles, j'allais dire d'équilibrer le poids respectif de ces deux types d'articles dans la revue. Hein, des articles plus juridiques, entre guillemets, et puis des articles qui correspondent plus à une approche de sciences sociales au sens large. Et puis, enfin, dans les ouvrages où on a pu proposer, et je pense notamment à l'ouvrage qu'on avait dirigé avec Cécile Robert et toi sur la juridicisation du politique, où c'était vraiment un questionnement sur comment peut-on, à partir de différents ancrages disciplinaires, aborder la question du droit, et on avait demandé aux auteurs justement de revenir sur leur propre parcours de façon réflexive, et justement de donner une place, d'expliciter cette dimension interdisciplinaire, et non pas, j'allais dire, en rentrant dans les cuisines à la fois de la recherche et puis des trajectoires personnelles de ceux qui produisent ces recherches, parce que, et cela fait écho également à ce qui a pu être évoqué tout à l'heure, eh bien les recherches, elles sont liées aussi, évidemment, à des trajectoires individuelles, enfin à ceux qui les portent, et au fait, notamment, parmi, je crois, cette nouvelle génération, on a beaucoup d'auteurs qui sont des auteurs qui ont eux-mêmes été formés de façon interdisciplinaire, et qui, du coup, pour qui, d'une certaine façon, l'interdisciplinarité est une évidence, c'est-à-dire une évidence intellectuelle, au sens où on ne se pose pas la question de est-ce qu'on est dans sa discipline, mais bien à partir du questionnement qui est le sien sur un objet empirique, eh bien, qu'est-ce qu'il est pertinent d'aller mobiliser pour rendre compte intellectuellement de cet objet, de la façon la plus pertinente. Et donc, je crois que là aussi, effectivement, la revue, les collections, ceux qui les ont portées, et notamment ces trois fondateurs sur lesquels tu es revenu, ont joué aussi un rôle dans la formation via l'enseignement, via des échanges nourris avec cette nouvelle génération, ont contribué à lui permettre d'intégrer d'une certaine façon cette évidence interdisciplinaire qui aujourd'hui, je crois, voilà, ne fait plus question, et c'est heureux. Voilà. Je ne vais pas être trop longue, le temps passe vite, et on a encore d'autres intervenants. Non, merci, mais c'était très, très complémentaire, c'est tout à fait intéressant. Oui, alors je vais intervenir très brièvement parce qu'on a déjà parlé beaucoup, puis beaucoup de choses ont été dites. Moi je m'occupe des collections avec Jacques, avec Philippe Rimbaud, et puis je voudrais dire, je vais dire 4 choses très rapidement, parce que je crois que vraiment l'essentiel a été dit. D'abord, peut-être un mot d'André Jean. Donc effectivement, je pense que c'est important de le dire. Moi, j'ai commencé à travailler sur ces collections avec André Jean, et c'était quelque chose d'important, avec Jacques aussi, bien sûr, mais quand même beaucoup avec André Jean. Et je pense que c'est important de dire que Jacques l'a beaucoup dit, et l'a très bien dit, il a impulsé un esprit qui était très spécifique. Et je pense que c'est important de dire que dans les collections, comme dans la revue, Laurence l'a dit, et c'est important, on est au service des auteurs d'une certaine façon, même si on a des attentes vis-à-vis des auteurs. On est quand même au service des auteurs, et on est là pour modestement les aider à finaliser leurs travaux. Et de ce point de vue-là, dans la revue, c'est marqué, dans les collections aussi, c'est-à-dire c'est un travail au long cours. On a beaucoup de manuscrits qui arrivent, et c'est peut-être un point sur lequel on pourra parler, qui sont de plus en plus, je vais essayer de le dire de façon non agressive pour les auteurs, mais qui ne sont pas tout à fait finis. Et je pense que c'est parce qu'on est sous une telle pression d'injonction à la publication que maintenant les auteurs envoient des manuscrits qui, je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas prêts, mais qui sont perfectibles. Et on a un gros travail avec les évaluateurs d'aider à améliorer ces manuscrits. Alors peut-être ça aurait été pareil il y a 20 ans avec une pression à la publication moindre, mais je crois qu'aujourd'hui quand même il y a ce facteur qui est quand même
problématique que d'une part, les auteurs essaient de publier 6 fois la même chose, et d'autre part, ils essaient de publier les choses qui ne sont pas tout à fait prêtes. Et ça, c'est un point où il me semble qu'à Droit et Société, il y a eu un travail qui a été fait dans la revue et dans les collections. Donc moi, je vais parler des collections, hein, on reviendra sur les revues tout à l'heure, où vraiment, il y a une pédagogie qui, je pense, vient de Jacques et d'André Jean, et que moi j'ai poursuivi avec Philippe Rimbaud et Jacques, c'est-à-dire d'avoir un souci de l'auteur pour l'aider à finaliser ce qu'il veut dire, et un souci du lecteur. C'est-à-dire, moi, c'est quelque chose à quoi je suis très attaché dans les collections, c'est-à-dire qu'on pense au lecteur qu'il n'a pas vocation à lire une thèse qui est publiée sous une forme plus ou moins raccourcie, plus ou moins digeste, je vais dire à peu près, mais qu'il a vocation à lire un livre, c'est-à-dire quelque chose qui est retravaillé par rapport à la thèse, qui est pensé par rapport au lectorat qui je vise. Et pour nous, dans les collections, c'est presque à chaque fois un travail de reprofilage du manuscrit qui nous arrive, qui très souvent est une thèse plus ou moins reformatée, et qui doit être retravaillé sous la forme d'un livre qui est adapté à un lectorat différent. Et ça, c'est un travail qui n'est pas facile. Je pense qu'à la revue, c'est exactement la même dynamique, sous une forme peut-être un peu différente, puisque c'est des textes plus courts. Mais c'est vraiment notre préoccupation constante, et je pense que ça vient d'André Jean, de Jacques et des fondateurs, et qu'on a continué, nous. Et donc, ça veut dire qu'on a toujours une préoccupation de resituer la thèse par rapport à des débats qui sont plus larges que la thèse, qui n'intéressent pas seulement l'auteur, mais qui intéressent un lecteur éventuel, qui intéressent d'autres contributeurs, de bien insister sur les perspectives internationales, de bien resituer le livre dans cette perspective-là. Et notre dernière préoccupation, c'est un peu d'éviter le one-shot, c'est-à-dire d'éviter un livre qui est publié pour dire qu'il est publié, et puis qui a vocation ensuite à s'abîmer dans des... Tu me prends pas mal, Nathalie, mais dans des bibliothèques. Et Nathalie, je suis désolé. Hein. Oui, mais qui a vocation à vivre et à revivre. C'est-à-dire, et là, je pense que c'est le troisième point que je voulais dire, c'est-à-dire, c'est des collections. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que le livre peut être publié une fois et puis il peut être republié. Ça, c'est une des choses que moi, j'ai beaucoup développées. C'est-à-dire, il y a les deux collections dont j'avais hérité quand j'ai commencé à m'en occuper. D'une part, Droit et Société, qui est la collection un peu des ouvrages d'auteurs, des ouvrages dans lesquels on fait les ouvrages un peu fondateurs. Puis il y avait Recherche et Travaux, qui était une collection où il y avait plus des recherches collectives, des recherches vraiment d'exploration programmatique, etc. Et donc moi, avec Jacques, André Jean et puis Philippe après, on a développé deux autres collections. D'une part, la collection classique, et la collection classique, c'était vraiment l'idée de sortir le livre qui peut-être avait été publié 4-5 ans plus tôt, qui avait été un livre important, de le rééditer, mais pas seulement de le rééditer, de le réactualiser. Et ça, je pense que moi, c'était important pour moi que des livres qui étaient, de mon point de vue, importants, qui avaient marqué, bon, Laurence a mentionné celui qu'ils avaient édité avec Jacques et Cécile Robert, qui avaient marqué leur époque, qui avaient marqué des étapes, des bornes dans une réflexion sur la sociologie du droit, ils soient toujours disponibles, mais ils soient disponibles sous une forme qui n'était pas la forme sur laquelle ils avaient été publiés 5 ou 6 ans avant, mais qui était une forme actualisée au moment. Et donc ça a été important. Et puis la dernière collection, c'est les petits manuels, où là aussi, il y avait l'idée donc dans laquelle il y a le livre de Maurizio, là, par exemple, dans laquelle il y a l'idée que pour un public, effectivement, d'étudiants, de jeunes collègues, il y a des synthèses qu'il est possible à un moment donné de tracer. Bon, elles peuvent être tracées ailleurs, hein, il y a plein de manuels qui existent externes, mais il y avait l'idée qu'il y avait un espace pour créer des formes de synthèse sur cet effort collectif qui a été fait à Droit et Société sur 30 ans, et la collection des petits manuels, c'est un petit peu aussi cet effort-là. Donc, les deux, il y a un peu un décalage de ce point de vue-là entre les 4 collections, 2 collections qui sont un peu les sciences en marche, si j'ose dire, Droit et Société et Recherche et Travaux, et puis 2 collections qui sont des collections dans mon esprit un peu plus de récapitulation, de réactualisation, qui ne sont pas tout à fait dans la même logique, même si c'est exactement le même esprit, mais qui sont des collections qui ont vocation à prendre acte des étapes, des moments qui ont été franchis, et à constamment revivifier ces travaux à la lumière des réactions qu'ils ont suscitées, à la lumière des autres travaux. Alors ça, je voudrais dire que c'est quelque chose qui a été important pour moi, c'est-à-dire qu'on est dans cette perspective d'aider les auteurs, de toujours avoir un sentiment des lecteurs, et je crois que c'est pareil à Droit et Société. Et puis, donc, si je conclus là-dessus, donc, c'est qu'il y a des projets pour réactualiser tout ça, pour continuer à le vivre. Et là, Nathalie est vraiment... Nathalie, Géraldine sont vraiment au cœur de tout ça. Et moi, je suis très, très content, Jacques l'a dit,
d'avoir quand même cette force vive qui est incroyablement vive, hein, parce que vraiment c'est incroyable tout ce que vous apportez. C'est d'une part dans les projets qu'on a et qu'on va essayer dans les mois, les années à venir. Nathalie en parlera, hein, mais c'est de créer des échanges autour des publications à chaque fois, c'est-à-dire sur Hypothèse et d'autres, de faire des portraits d'auteurs. On en parlera, Laurence sera extrêmement impliquée, j'espère, dans les semaines ou les mois qui viennent. Peut-être de passer en anglais toute une série de publications. Ça, c'est un des axes, je crois, dont on parle peut-être à un moment donné. Et aussi de passer au livre numérique pour aussi toute une série de choses ou des choses comme ça. Donc finalement, moi, la façon dont... Je ne développerai pas plus parce que je pense que c'est important qu'il y ait une place pour le débat. Je ne sais pas si les collections prolongent la revue, si elles sont différentes, si elles sont autre chose. Mais en tout cas, elles sont exactement dans le même esprit, à mon avis. Il y a peut-être une réflexion un jour à mener sur en fait la différence de fonction intellectuelle que la revue et les collections jouent. Mais en tout cas, elles sont dans un esprit qui, je pense, n'est pas si fréquent, pas seulement dans la sociologie du droit, mais de façon plus générale dans les sciences humaines et sociales. Voilà, j'ai fait très vite, mais c'était ce que je voulais dire. Peut-être Nathalie, tu peux dire quelques mots, puisque tu as Oui, été alors, sollicitée. Pour rebondir, ce qu'on essaye d'impulser là dernièrement, depuis à peu près 2 ans, donc avec le lancement du site, donc c'est le site ds.hypothèse.org, donc qui est sur la plateforme Hypothèse, qui permet de diffuser des carnets ce qu'on appelle des carnets de recherche. Donc simplement, ce sont des blogs scientifiques. Et donc on a pensé le site donc avec André-Jean Arnaud, Géraldine, Jacques, il y a 2 ans comme premièrement une vitrine de présentation de la revue, mais aussi des collections. Et ça a été important dès le début d'associer les collections à la revue. Mais aussi d'élargir ça avec aussi de diffuser les informations de la vie scientifique du domaine de la sociologie juridique, de la théorie du droit. Donc d'élargir un peu le débat en relayant des informations aussi bien que ce soit des colloques, que des parutions. Et donc dernièrement, on a donc passé les chroniques bibliographiques qui étaient une part importante de la revue sur le site pour justement laisser plus de place dans la revue papier à tout ce qui était études, débats, et vraiment garder ces recensions qui sont des lieux peut-être plus d'échange et de discussion sur le site. Voilà. Donc on essaye de rendre ce site vivant en faisant parfois des petits articles de débat très courts quand on a des questions un peu d'actualité. Il y a eu un article qui a eu beaucoup de retentissement, c'est celui de Daniel Lochac et Jacques Chevalier, Oui. voilà, qui est notre top 1 des articles les plus lus sur le site. Et puis on a ouvert depuis l'année dernière avec l'aide de Pierre un compte Twitter et puis un compte Facebook, voilà, toujours dans l'idée d'essayer de multiplier les canaux de communication pour faire connaître la revue et pour que les gens puissent réagir sur ce qui est publié, mais aussi sur les informations du domaine scientifique, voilà, pour essayer de montrer le dynamisme de cette société, voilà. Et puis la question, version anglaise ou pas, voilà, c'est une question qu'on débat parce que je pense que toutes les revues scientifiques en ce moment se posent la question. Pour l'instant, on n'a pas tranché, je laisse ça aux spécialistes. Mais voilà, effectivement, c'est des réflexions qu'on est en train de mener, comme voilà, est-ce qu'on publie en anglais ou pas, sur quel support, à quelle fréquence, et qu'est-ce qu'on publie en anglais, surtout, principalement. Voilà, donc et puis la question aussi pour l'instant, la revue est sur Cairn. Voilà, qui nous apporte aussi une forte visibilité. Et la question, est-ce qu'on la diffuse sur d'autres bases de données? Donc aller sur Cairn et sur revue.org, mais non, sur Percé, pardon. Et voilà, est-ce qu'on la diffuse sur d'autres bases de données? Voilà. Donc c'est des questions qu'on étudie à l'heure actuelle et on essaye modestement avec Géraldine d'aider les chercheurs sur ces questions. Oui, ma proposition, je vais laisser la place au débat, mais c'est juste peut-être de demander à Mauricio donc le regard un peu extérieur par rapport à des choses qu'on vient d'évoquer, ou voilà, sur comment ta perception très rapidement de ce travail de publication d'édition que nous menons.